Bienvenue pour cet avis et cette analyse, d'abord sans spoiler, puis avec du film Prey. La franchise Predator a été massacrée dans tous les sens depuis 1987. J'ai adoré l'expérience de survie proposée par John McTiernan, qui a su accoucher dans la douleur, certes, d'une des grandes créatures emblématiques du cinéma grâce à Stan Winston et à l'envie de James Cameron, confié au détour d'un avion, de voir un monstre à mandibules. 35 ans après, nous voilà en 2022, mais surtout en 1719 en territoire comanche. Prey est donc par définition une préquelle, et c'est de loin le meilleur film Predator depuis l'original, voire peut-être le meilleur film tout court. Prey est disponible sur la section Star de Disney+, et si vous souhaitez vous abonner à la plateforme, passez par le lien disponible en description de la vidéo pour soutenir la chaîne au passage. Bien évidemment, je reste libre à 100% de ma critique, qui en l'occurrence, et contrairement à celle de Thor 4 par exemple récemment, sera très positive. John McTiernan est un immense nom dans la réalisation des films d'action, avec notamment Die Hard 1 et 3, et à la poursuite d'Octobre Rouge dans un style qui mise davantage sur le suspense encore. Les gens en âge de voir Predator à sa sortie, ou peu de temps après dans les années 90, en ont forcément été marqués. C'était l'âge d'or de Schwarzy, et en plus, il y avait Apollo Creed qui venait jouer au con sans parler du catcheur Jesse Ventura. L'un des personnages laissant une des plus fortes impressions est certainement Billy Saul, un mercenaire d'origine amérindienne. Entre ce personnage marquant et la notion de chasse à différencier entre celle menée par plaisir de tuer et une activité dans laquelle on peut trouver une forme de plaisir et de noblesse sans doute, mais qui consiste avant tout à nourrir son peuple, eh bien on trouve déjà deux sources d'inspiration pour ce film Prey. On passe de Predator à Prey, on s'intéresse à la proie plutôt qu'au prédateur, et on propose évidemment en fil rouge l'idée du passage d'un état à l'autre, qu'on le subisse ou qu'on le choisisse, passant donc de proie à prédateur et inversement. Le film joue avec autant d'intelligence sur les contrastes que sur les hommages envers le film original. Prey vient à la fois saisir totalement l'esprit même du premier Predator, tout en changeant totalement de registre. Eh oui, on passe de la testostérone en barre avec son humour militaire lourdingue et ses gros calibres à la quête initiatique d'une jeune femme qui veut prouver que son sexe ne prédétermine pas ses qualités ni ses aspirations. Et pourtant, dans les deux cas, on a l'ingéniosité face à la puissance et la rage de survivre face à la fascination de la loi du plus fort. On peut dire que Dan Trachtenberg, le réalisateur de Prey, a bien étudié ces classiques, autant sans doute que Patrick Hayson, le scénariste. En effet, on retrouve des références au film de 1987, aussi bien dans les situations, le visuel, certaines répliques même, ou encore des actions de personnages, mais j'y reviendrai évidemment en détail dans la partie spoiler. Amber Midthunder incarne Naru, une jeune comanche qui sait déterrer les racines et récolter les plantes médicinales, mais qui s'entraîne sans relâche aux armes, notamment au lancer de Tomahawk, et qui ne rêve que de rejoindre son frère Taabe à la chasse. L'actrice a une présence naturelle parfaitement exploitée par les choix de Trachtenberg et la photographie de Jeff Cutter, aussi belle et lisible sur les scènes de nuit que de jour. Alors que les héros du film de McTiernan étaient en territoire hostile, même si rompus aux techniques de survie, les Comanches de Prey sont chez eux, même s'ils connaissent bien les nombreux dangers de la faune des terres sauvages. Alors voilà déjà un changement de perspective intéressant, pimenté par la conscience du réalisateur que le Predator est, par bien des aspects, la seule star du film, au moment de le lancer du moins. Ainsi on aura un véritable développement de Naru qui s'installe très vite comme un personnage à la fois crédible, têtu mais attachant, imparfait mais plein de potentiel, sans oublier de ménager quelques séquences d'anthologie pour un Predator qui pète la forme. J'imagine que quelques esprits chagrins passeront totalement à côté de cette proposition et s'accrocheront à la sainte virilité des Schwarzenegger et compagnie, en déversant surtout leur bile sur ce film qu'ils transformeront, j'imagine, en pamphlet woke insupportable. Le wokisme a bon dos, c'est un sac dans lequel beaucoup vont mélanger tout ce qu'ils détestent pour en ressortir un croque-mitaine pour réactionnaire sur le retour. Et Prey a sans doute un message woke, éveillé dans le meilleur sens du terme, et l'humanité qui en transparaît ne rend ses protagonistes, féminins comme masculins, qu'encore plus aimables et badass. L'image même d'une jeune femme seule osant aller à contre-courant d'une corvée matinale pour aller chercher sa voie et faire ce qui lui semble nécessaire résume parfaitement la force mentale de Naru, cette héroïne. L'ampleur d'une terre encore vierge de toute industrialisation est bien mise en valeur, et cette intelligence des plans se retrouve fort heureusement dans les scènes d'action. Des scènes d'action très lisibles qui jouent bien les effets d'éloignement et de proximité, tout en évitant la manie
du surcut ou de la caméra à l'épaule à n'en plus finir. Autre force du film de mon point de vue, son rythme et sa durée. À aucun moment je n'ai trouvé que les choses allaient trop vite ou trop lentement. Chaque scène bénéficiait du temps qui me semblait adapté à elle, et on se retrouve avec un film de 90 minutes si on ne prend pas en compte le générique de fin, qui est plutôt sympathique d'ailleurs ce générique de fin, notamment si on a déjà tout oublié du film, mais bon vous verrez. Forcément, les effets spéciaux ont bien profité des 35 ans depuis Predator, et le rendu de la technologie du chasseur, aussi bien que de sa morphologie, sont vraiment convaincants. Et sachez au passage que dans le costume, on trouve Dane DiLiegro, un ancien basketteur, 2,6 m pour 111 kg. Chapeau l'artiste, il s'en sort bien. Avant de passer au spoiler, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne voulez pas vous retrouver avec Rambert en vacances. Et si vous ignorez qui est Rambert, eh bien regardez ce film, c'est un véritable plaisir de toute façon. Il y a certainement des tas de clins d'œil au premier film, en plus de ceux que j'ai captés, mais je m'en tiens déjà à ça, sachant que les catalogues de Easter eggs, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus follement excitant. On a évidemment la scène de la boue qui nous renvoie à celle qui protégera Dutch, et qu'on détourne ici pour en faire finalement une arme offensive à la fin contre le Predator. Naru emporté par la rivière et sa façon de se traîner difficilement sur la berge quand elle en sort, là aussi ça renvoie directement à Dutch qui est échappé au Predator suite à une chute. Exactement comme dans le film d'origine, un opossum lance une fausse alerte juste avant la véritable attaque du Predator. En 1987, c'était avec le personnage de Bane campé par Jesse Ventura. Dans la scène de combat qui s'ensuit entre les chasseurs Comanches et le Predator, l'un d'eux a le bras droit coupé, comme George Dillon, incarné par Carl Weathers. Parmi les clins d'œil les plus évidents, on a Taabe, le frère, qui remarque « Si ça saigne, on peut le tuer », en reprenant la réplique mythique de Dutch. If it bleeds, we can kill it. Enfin, lorsque Naru et Taabe sont prisonniers des trappeurs, ils vont tailler, les trappeurs, une estafilade sur la poitrine du guerrier Comanche, référence à ce que Billy Saul se fait à lui-même avant d'affronter le Predator avec sa seule lame sur le tronc. On pourrait aussi parler du piège en deux temps, voire davantage, que Naru met en place pour venir à bout du Predator, comme Dutch qui avait prévu tout un parcours et une séquence invitant le Predator à l'achever, exactement ce que fera Naru. Mais enfin, et là plutôt référence à Predator 2, on a le fameux pistolet, celui de Raphaël Adolini avec une date 1715. Ce pistolet, c'est celui offert à l'agent Mike Harrigan dans Predator 2. Et dans une bande dessinée, on apprend que ce Raphaël était un pirate. Alors je ne sais pas si c'est vraiment canonisé par le film, mais par contre, un pirate qui avait vaincu son équipage en mutinerie, parce qu'il voulait attaquer une église, je crois, et qu'un prédateur ou un Yaoudja, puisque tel est le nom de leur espèce aux prédateurs, les Yaoudja, voulaient combattre ce valeureux adversaire, ce capitaine qui avait su vaincre seul la plupart de son équipage. Malheureusement, touché par un tir en traître, le capitaine a été vengé par le prédateur et le pirate, le capitaine, qui était mourant, lui a offert son arme, ce pistolet. Alors bien sûr, impossible de retracer le parcours de ce fameux pistolet pirate entre ce capitaine, le traducteur des trappeurs, Naru, puis un vaisseau spatial Yaoudja dans Predators, le numéro 2. Mais voilà qui laisse un mystère en suspens et de potentielles nouvelles chasses à explorer pour de prochains films, sait-on jamais. Quelques mots sur le Predator quand même, avec des choix de design qui m'ont semblé vraiment cool. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous me le direz en commentaire, pour montrer ce qui a évolué et ce qui est resté identique dans la technologie de ce peuple en plus ou moins 300 ans. Alors apparemment, le système de camouflage était déjà parfaitement au point en 1719, de même que les griffes, ça c'est pas très compliqué. Le système de ciblage est très proche de ce qu'on avait en 1987, mais l'arme associée n'a absolument pas la même puissance de frappe. Le bouclier qui est utilisé dans ce film, Prey, est vraiment intéressant, aussi bien d'un point de vue offensif que défensif. Je trouvais vraiment très cool, du même que les différentes armes de corps à corps que va sortir le Predator au fur et à mesure. Pareil, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le filet qui débite le trappeur en mode cube, je trouvais ça assez fabuleux. Alors de même dans un autre registre que le piège à ours qui balançait dans la tronche d'un autre trappeur. Alors certes, je sais, les trappeurs, là, les Français, ils ont un accent un petit peu imbitable, mais vu l'époque, tout ça, on peut pas trop dire. Dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié que le Yaoudja soit présenté comme un guerrier qui a soif de défis, mais qui reste une sacrée pourriture et un mauvais perdant, quand même. Je pense notamment à son affrontement contre Taabe, alors que le Predator se prend tellement la misère qu'il décide de repasser en mode camouflage. Même si sa technologie est plus rudimentaire, il se repose trop sur elle et au final c'est au sens littéral ce qui va lui retomber sur la gueule alors que Naru utilise son système de visée guidée par laser.
La scène peut paraître un peu facile, peut-être, pas à moi, hein, mais elle résume très exactement ce qui permet à la jeune femme de l'emporter. Le prédateur ne la prend pas assez au sérieux. Eh oui, même après avoir perdu un bras, un œil, il ne vient même pas à l'idée de ce prédateur qu'elle ait pu comprendre et retourner contre lui sa technologie. Je suppose que lorsque Taabe, dans un dernier sursaut, blesse le prédateur à la cuisse avec le crâne du loup, on peut y voir une vengeance posthume des animaux massacrés pour rien, et une forme de clin d'œil peut-être à un esprit du loup venu lui faire un dernier petit coucou. Si on voulait pinailler, le moment qui manque de clarté, c'est celui où Naru comprend que le prédateur est guidé par une vision thermique. En effet, le traducteur des trappeurs faisait le mort, et il pouvait être perçu par l'extraterrestre comme ne présentant aucune menace. Et c'est d'autant plus logique, ce type d'interprétation, que c'est exactement ce que venait de vivre Naru, alors qu'elle était prise dans le piège à ours. Donc c'est ce qu'elle aurait dû supposer. Donc de là à comprendre que le comportement du prédateur avait un lien avec la température corporelle, c'était loin d'être évident. À ce sujet, si on tient toujours à pinailler, le système de camouflage du prédateur ne devrait pas beaucoup fonctionner avec le chien Sahari dans les parages, puisqu'il est quand même beaucoup guidé par son flair, plus que par ses yeux. Et justement, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le chien disparaît sans explication de la scène du combat entre Predator et Taabe, ce qui est bien plus pratique pour laisser le Predator attaquer en traître. Ces quelques détails mis à part, j'ai vraiment apprécié le design plus rustique du Predator, avec son casque notamment, est vraiment convaincant et tout s'enchaîne sans jamais perdre l'attention du spectateur ou le suspense sur ce qui pourrait survenir. Heureusement, ils ont épargné le chien, je pense pas qu'on leur aurait pardonné. Et ce qui maintient surtout la cohérence entre ce film et le premier, c'est la nécessité absolue de vaincre le Predator, avant tout par la ruse et le sang-froid nécessaires pour appliquer un plan très risqué. Il est rafraîchissant bien sûr de voir des Américains natifs au cœur de l'histoire, tandis qu'en 1987, Billy Soul pouvait donner l'impression du bon indien obéissant à un chef blanc et qu'on résumait à des capacités d'intuition, de tracker en mode mysticisme et croyance au rabais qu'on associe assez facilement à la caricature du bon sauvage. Ici, c'est bien la ruse, le savoir-faire et l'harmonie avec un espace naturel qui permet à Naru de l'emporter. On peut sans doute y voir aussi en filigrane une sorte de message sur l'invasion coloniale d'un territoire par ceux qui se pensent supérieurs du fait de leur technologie, de leur mode de vie ou religion. Et bien sûr, il y a carrément les trappeurs. Dans l'ensemble, Prey est un film à la fois excellent, mais pas prétentieux. Il sait qu'on est dans de la série B, mais de la série B aux petits oignons, et respecte son matériau d'origine et le spectateur, tout en proposant sa propre variation véritable sur le sujet. Si on le regarde avec objectivité, le film de 1987 est un peu plombé par la séquence de l'attaque du camp des guerrilleros qui a été réalisé au hachoir, on peut le dire, par la seconde équipe, et qui s'est sans doute cru sur un épisode de l'agence Tourisque, avec plein de mecs qui volent et des explosions. Et bien sûr, le reste du film de 87 est très bon, et la dernière demi-heure tout simplement fabuleuse avec cet incroyable duel entre Dutch et le Predator. Il me semble que Prey est un film plus cohérent aussi bien en termes de tonalité que de narration. On sent qu'on a le même standard de qualité tout du long du film. Évidemment, le tout premier Predator reste iconique de par son réalisateur, son acteur principal, et puis surtout, il a l'immense mérite de l'invention du concept et du personnage. Toutefois, en termes de suite, difficile franchement de faire mieux que Prey, qui respecte autant les codes de la franchise que la qualité du propos qu'on pouvait attendre bien sûr d'un film qui a compris qu'il n'est plus dans les années 80. Ici, les héros ne sont plus les gringos venus jouer les gros bras, mais les gens du coin. Et mieux encore, Dutch et Naru se retrouvent, figurativement bien sûr, au travers des siècles, dépouillés de leurs origines, deux humains d'exception quand même, face à la mort. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Pensez à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Salut!